Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le discours de fermeté de Ségolène Royal sur la sécurité crée la surprise et provoque une redistribution des cartes à gauche. La députée propose notamment un encadrement militaire des délinquants. Les réactions sont grinçantes ou indignées au Parti socialiste. Bienvenue au club, a ironisé pour sa part Nicolas Sarkozy. Un garçon de 8 ans a été tué par un chien en Normandie. Il a été mordu à la gorge. Un accident rarissime. La race de l'animal n'est pas encore déterminée avec certitude. La crise au sein du géant des travaux publics français Vinci relance les interrogations sur les salaires des patrons. Le numéro 2 du groupe accuse le PDG de bénéficier d'un pied-à-terre de 50 millions d'euros et d'avoir perçu 250 millions de stock options, lequel PDG vient d'être contraint à la démission. Un nouveau record de froid depuis la guerre aujourd'hui en Lorraine. Cette météo d'automne a des conséquences sur l'activité. Les ventes de primeurs ne décollent pas et dans les magasins, les vêtements d'été restent sur les cintres. La lutte contre le tabac, le gouvernement annonce un décret d'ici à la fin de l'année sur l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics. Les modalités restent à déterminer. En Grande-Bretagne, les autorités ont décidé de faire figurer sur les paquets de cigarettes des photos très dures de malades du tabac. Enfin, une journée en noir et blanc pour les Français à Roland-Garros. Sébastien Grosjean est éliminé. Julien Benneteau s'est qualifié face à la tête de série numéro 19. Quoi qu'on en pense, c'est sans aucun doute un moment important qui vient d'avoir lieu dans la préparation de l'élection présidentielle. Ségolène Royal a donc dévoilé son programme contre la délinquance et elle a créé la surprise en prônant la manière forte. La présidente de la région Poitou-Charentes vient concurrencer Nicolas Sarkozy sur son terrain de prédilection. Alexandre Cara, Annie Triboire, Alain Dubas. Après avoir détrôné Nicolas Sarkozy dans les sondages, Ségolène Royal s'attaque au ministre de l'Intérieur sur son terrain de prédilection. Bienvenue dans le 93. La socialiste dénonce la faillite de la politique de sécurité du gouvernement et n'hésite pas à surenchérir sur le fond comme sur la forme. Je connais des collèges où il y a entre 8 et 10 élèves qui, à eux seuls, pourrissent la vie de l'ensemble de l'établissement. Alors maintenant, je crois que ça suffit. Il faut retirer les élèves perturbateurs des collèges, non pas pour les exclure des collèges et pour les renvoyer à la rue, mais pour leur redonner une nouvelle chance. Loin de l'angélisme attribué à la gauche, Ségolène Royal propose une autre politique. Mise sous tutelle des allocations familiales, stage de formation pour les parents défaillants, tuteur dans les collèges. Elle va même plus loin, proposant le recours à l'armée pour les délinquants de plus de 16 ans. Il ne s'agit pas de revenir à l'ancien service, il s'agit de créer des lieux d'encadrement à dimension militaire où les jeunes sont pris en main avec bienveillance, c'est-à-dire avec des adultes qui ont envie de les raccrocher à la réussite, à la vraie vie, à reprendre confiance en eux-mêmes et à s'orienter vers des activités valorisantes. François Hollande, patron du PS et compagnon de Ségolène Royal à la ville, semblait lui-même aujourd'hui un peu dépassé. Concernant le projet, est-ce que le Parti socialiste se reconnaît dans le discours très ferme? Le Parti socialiste se reconnaîtra dans son projet. En déplacement à Perpignan, Nicolas Sarkozy, lui, répond en jouant la carte de l'ironie. Je ne rejette aucun soutien. Si Madame Royal veut me soutenir, elle est bienvenue au club. Au fur et à mesure de ses déclarations, Ségolène Royal jette le trouble, à droite comme à gauche, dans une campagne loin de la discipline, en tout cas celle du Parti socialiste. À gauche, justement, certains dénoncent une dérive droitière, d'autres se félicitent qu'un tabou soit brisé. En tout cas, ces déclarations ont semé la zizanie au sein du PS. Arnaud Boutet, Tristan Lebras. Le projet du PS n'est pas encore finalisé et déjà, elle jette un pavé dans la mare. Avec ses propositions, Ségolène Royal ne laisse aucun de ses camarades indifférents. Il y a ceux qui applaudissent, comme Manuel Valls, maire d'une commune sensible. S'il peut y avoir un lien avec l'armée, pourquoi pas? Moi, cela ne me choque pas. L'idée, au fond, que les valeurs, l'esprit civique, les règles reviennent dans le discours socialiste, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où règne le désordre et l'injustice. D'autres évoquent tout simplement une dérive sécuritaire. La militarisation de la sécurité, ce n'est plus l'ordre juste, c'est juste l'ordre. Depuis 20 ans, l'insécurité empoisonne la gauche. 1983, des policiers manifestent sous les fenêtres du garde des Sceaux, Robert Badinter, après la mort d'un agent. Dans les années 80-90, la gauche rechigne à muscler son discours et face à la violence, elle hésite. Rien n'excuse cette violence, assurément. Mais il faut comprendre que peut espérer un être jeune
qui naît dans un quartier sans âme. Mieux vaut prévenir que punir. Ce jour-là, dans la salle, une jeune femme écoute, c'est Ségolène Royal. 1997, le colloque de Villepinte marque une mini-révolution culturelle. À partir de cette année-là, l'insécurité va devenir une priorité. Jean-Pierre Chevènement veut mettre en place des centres fermés et il évoque un fléau, la délinquance des mineurs. La police a certainement mieux à faire. Je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Et moi, j'ai péché un peu par naïveté. Cette naïveté reconnue par le candidat Jospin à la présidentielle marque un échec. Après le 21 avril 2002, Ségolène Royal entend relever le défi de l'insécurité. Suite du débat. Après ce journal, Jack Lang est l'invité d'Alain Duhamel dans Questions ouvertes. Il répondra bien sûr à ces propositions de Ségolène Royal. Quant à Dominique de Villepin, il se réjouit de voir, je cite, que l'action du gouvernement fait évoluer la réflexion de certains candidats. Le Premier ministre, qui tenait sa conférence de presse mensuelle à Chartres, a répété par ailleurs qu'il n'entendait pas faire de pause dans les réformes, malgré les difficultés consécutives au CPE et à l'affaire Clearstream. Et puis d'un point de vue plus personnel, il a indiqué que ces épreuves l'avaient, je cite, touché et changé. Un enfant de 8 ans tué par un chien hier soir. Cela s'est passé près du Havre. Le garçon a été mordu à la gorge. Il est mort 3 heures après. Sur place, Zindine Boudaoud, Alexandra Renard. Dans sa cage, le bull mastiff a plutôt l'air inoffensif. Mais hier, ce chien d'attaque a tué un enfant de 8 ans. La justice a demandé à un vétérinaire de l'examiner. Il n'a pas trouvé l'animal dangereux. On l'a manipulé très facilement. Et vous arrivez, il est dans sa cage, il bat de la queue, il est content de vous voir. C'est pas un animal dangereux C'est-à-dire qu'un chien qui a fait ça, c'est sûr que moi après je ne le mettrai pas en contact avec mes enfants. Oxbow gardait cette propriété et les visiteurs étaient prévenus. Mais au dire du voisinage, l'animal ne se serait jamais montré inamical jusqu'à hier après-midi. Dans ce jardin, 4 enfants jouaient près d'un bassin d'eau sous le regard de la maîtresse de maison et de sa sœur. Quand soudain, le chien de garde a sauté à la gorge du seul enfant qu'il n'avait encore jamais vu chez lui. C'est un animal qui, au moment où ça s'est passé, n'était pas du tout agressif. Et les enfants ne jouaient pas avec l'animal. Et donc c'est brusquement qu'il a eu cette pulsion, en quelque sorte, malheureusement mortelle. Gravement blessée, la jeune victime est décédée à l'hôpital. Ses parents avaient confié sa garde pour la journée à la sœur de la propriétaire du chien. À Coville-sur-Mer, un village de 12 000 âmes, les mères de famille sont horrifiées. Pour le village, c'est un drame épouvantable. J'ai des enfants de cet âge et on se met à la place des parents aussi. La propriétaire du chien a été placée en garde à vue, puis relâchée. Les enquêteurs voudraient comprendre pourquoi le chien s'en est pris à l'enfant. Une chose certaine, l'animal n'était pas détenu par ses maîtres dans l'illégalité. Justice maintenant avec les réactions aux propositions de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau. On les évoquait hier, elles ne seront officielles que mardi, mais les déclarations sont déjà nombreuses. Question, qu'en pensent les premiers concernés, les 13 acquittés qui avaient été injustement accusés et dont certains ont vu leur vie brisée. Réaction recueillie par Aurélia Guillemin et Olivier Robert. Après 6 mois d'Outreau intensif, la plupart des députés racontent ne plus être les mêmes. Moi, quand je lis ça, je me dis, on n'a pas vécu tout ça pour rien, quoi. Chacun de leur côté, les acquittés d'Outreau épluchent les propositions de la commission parlementaire. L'œil critique, Alain Maréco salue lui l'enregistrement systématique et obligatoire des gardes à vue, un moyen, espère-t-il, d'éviter les dérapages. Moi, j'ai vécu comme ça ma garde à vue. Il fallait avouer. Maintenant, les méthodes justement pour obtenir ces aveux sont assez discutables. Je crois qu'avec une garde à vue filmée, ces méthodes disparaîtront. Déçue, Roselyne Godard, qui a passé 2 ans et demi derrière les barreaux avant d'être jugée puis acquittée, attendait la suppression pure et simple de la détention provisoire. Elle serait seulement limitée à 1 an pour un délit, 2 pour un crime. Ce genre de détention, c'est trop quand c'est un innocent. On doit être convaincu, avoir les preuves formelles de la culpabilité avant d'incarcérer quelqu'un. Je pense que c'est pas logique qu'un innocent aille en prison, ne serait-ce que 24 heures. Autre proposition importante de la commission, 3 juges d'instruction au lieu d'1 et un code de déontologie pour la profession. Bien, mais insuffisant, selon Karine Duchauchois. Il faudrait pouvoir mettre en place des sanctions pour quand c'est prouvé, comme dans notre dossier, qu'il y a eu des erreurs pour ces gens-là, pour les juges, pour qu'ils
ils fassent leur travail en se disant j'ai pas le droit de me tromper. Quand on vient nous arrêter. Après les propositions, les acquittés d'Outreau attendent maintenant des faits, mais les suites législatives sont encore inconnues. Le rapport doit être voté mardi par la Commission. La mise au jour dans la Manche d'une vaste escroquerie à la carte bleue. Elle vient rappeler qu'il faut toujours être très vigilant en retirant de l'argent liquide. Les distributeurs avaient été piégés, 300 personnes ont été flouées, essentiellement des personnes âgées, pour un total de plus de 600 000 €. Dorothée Cochard. 280 cartes bleues volées. Le réseau vient d'être démantelé. Il avait une technique de fraude bien connue, celle du collet marseillais. Une fente factice, un fil de fer et un scénario bien rodé. L'un des escrocs s'approche de sa victime et lui explique que le distributeur est en panne. L'autre mémorise le code secret de la victime, une personne âgée de préférence. Il y avait les gens qui piégeaient, d'un autre côté il y avait les gens qui regardaient le code lorsque les victimes le faisaient, et une troisième ou une quatrième personne qui faisait le guet pour éviter toute interpellation. Il s'agit d'une escroquerie familiale, expliquent les enquêteurs. 2 familles qui vivaient de leurs méfaits depuis près de 15 ans. 20 personnes interpellées, âgées de 13 à 66 ans, qui sévissaient non seulement en France, mais également en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Rien qu'en France, on compte plus de 3000 opérations bancaires frauduleuses, un préjudice de 600 000 €, tous récidivistes. Les escrocs encourent 30 ans de prison. Justice encore en bref avec l'affaire Clearstream. La garde à vue de Jean-Louis Gergorin est terminée. L'ancien dirigeant de ADS a été présenté au juge. Il pourrait être mis en examen. D'après le journal Le Parisien, il aurait refusé, durant les interrogatoires, de donner le nom de sa mystérieuse source qui lui aurait fourni les listings truqués sur les soi-disant comptes occultes. Une crise rarissime dans les couloirs feutrés du grand groupe de BTP français Vinci. Elle oppose le directeur général au PDG, le numéro 2 au numéro 1, et elle vire au grand déballage sur le salaire des patrons. Le numéro 2 reproche en effet à son supérieur d'avoir perçu des rémunérations exorbitantes, 250 millions d'euros de stock options, un appartement de 50 millions, et il vient de remporter son bras de fer devant le conseil d'administration. François Baudonnet, Philippe Jasselin. Dans ce siège social aux allures de bunker, l'épilogue de la guerre des chefs aura duré moins de 2 heures. Antoine Zacharias, l'homme qui a fait de Vinci le leader mondial du BTP, vient d'être remercié par son conseil d'administration. Antoine Zacharias vient en fait de perdre la partie contre son numéro 2, Xavier Huillard, celui qui aujourd'hui fait éclater le scandale. Dans une lettre au vitriol adressée aux administrateurs du groupe, Huillard affirme que son patron n'est dorénavant plus motivé que par l'argent. Antoine Zacharias, parti en semi-retraite au début de l'année, avait déjà touché 13 millions d'euros pour son départ. Il aurait exigé une autre prime de 8 millions d'euros cette fois pour le rachat des autoroutes du sud de la France, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si le président considère que ces sommes très importantes, puisqu'on parle de l'ordre de 200 millions d'euros sur quelques années, sont mieux dans sa poche que dans les projets de l'entreprise, il y a véritablement, à mon avis, un détournement de l'argent des actionnaires. Des sommes impressionnantes en effet. Les stock options d'Antoine Zacharias vaudraient aujourd'hui 250 millions d'euros, ce que les salariés du groupe ne peuvent accepter. Parce qu'il y a un certain moment où ça devient un peu indécent. Je crois qu'on vit pas dans le même monde, c'est tout. Vous savez combien il touche? Oui. Combien? Beaucoup. L'entourage de l'ex-PDG réfute en bloc ces accusations. Il n'empêche, ce soir il semble bien que pour la première fois en France, un patron vient d'être évincé pour avoir été trop payé. Économie encore avec le casse-tête de la Pentecôte lundi prochain. Qui travaille, qui ne travaille pas? On se souvient que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait décidé que la journée ne serait plus chômée pour financer un plan pour les personnes âgées. L'expérience n'avait pas vraiment été concluante et depuis, c'est la confusion. Alors à quoi faut-il s'attendre? Christelle Marty, Marie Croux. On a une démonstration à faire, lundi de Pentecôte, tu travailles? Oui, je travaille. Ouais. Dans cette entreprise, le lundi de Pentecôte sera travaillé. Cette année, les salariés ont le choix entre perdre une RTT ou sacrifier cette journée. Une souplesse qui leur convient. On peut s'adapter par rapport à nos fournisseurs, par rapport à nos clients. S'ils travaillent ou non, on peut s'adapter par rapport à eux et pour nous, c'est beaucoup plus simple. Seulement une entreprise sur 2 a choisi de travailler ce jour-là. La situation ne semble pourtant pas gêner ce chef d'entreprise. Quasiment tous nos clients travaillent, nos fournisseurs aussi. Donc ça devrait être une journée quasiment normale.
Journée normale, mais pas pour tous. Les routiers sont interdits de circulation ce lundi de Pentecôte. Un arrêté du ministère des Transports les consigne au parking, comme pour tout jour férié. Une journée de perdu pour ce routier dont les clients travaillent. Les chantiers sont ouverts, et donc c'est pareil, ils vont être bloqués parce qu'ils n'auront pas la marchandise. Parce que la marchandise, ça vient tout par les camions. À l'éducation nationale, les professeurs pourront travailler, mais pas les élèves. Les parents en perdent leur latin et doivent s'organiser. C'est une journée de travail payée qui passe en babysitting. Ce lundi de Pentecôte sera chômé dans la plupart des services publics, aux impôts, à la poste, dans certaines mairies. Quelques cabinets médicaux pourraient aussi être fermés. Enfin, des perturbations sont à prévoir dans les transports. Des syndicats appellent à la grève, notamment à la RATP. Les conséquences maintenant de cette météo d'automne, vous l'avez sans doute constaté, ce 1er juin n'a pas amené le soleil. On a même battu un record de froid qui datait de la dernière guerre, ce matin en Lorraine. Eh bien, la grisaille commence à avoir un impact sur l'activité, en tout cas dans certains secteurs, les primeurs et la confection notamment. Bruno Timsit, Maya Elisni. Parapluie, veste d'hiver, écharpe, sommes-nous réellement un 1er juin ? Oui, la preuve par l'image, 15 degrés, température maximale à Paris, 7 degrés de moins que les normales saisonnières. Maillots de bain et vêtements d'été narguent les passants, qui le leur rendent bien, par ce temps il est des tenues auxquelles il vaut mieux ne pas penser. Des grands décolletés, j'ai froid. Les vendeurs de vêtements, eux, font grise mine, 15 à 30% de ventes en moins au mois de mai. Ils n'ont pas envie, même pas de se déshabiller pour essayer. On a eu un mois de mai, avec le temps qu'il y a eu au mois de mai, on a bien travaillé au début du mois. Et c'est vrai que cette semaine, qui est un petit peu désastreuse sur le plan climatique, ben ça nous est préjudiciable. Sur les marchés, les victimes du froid, ce sont les fruits de saison, plutôt chers et pas encore tout à fait au niveau pour être dégustés. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas mieux. Je me suis laissé prendre dimanche et je recommence pas. J'attends 3 semaines, 1 mois. Avant de racheter des fruits d'été? D'été, exactement. Tout se vend un petit peu, mais en petite quantité, quoi, parce que les gens ne prennent pas beaucoup. Hein. Quand il fait froid comme ça, ils ont plutôt envie de manger du légume que du fruit. Hein. Alors consolez-vous, les légumes, c'est aussi plein de vitamines et ça fait de très bonnes soupes. Curieux quand même, un 1er juin. La lutte contre le tabac, le gouvernement annonce que le décret sur l'interdiction totale de fumer dans les lieux publics sera publié d'ici la fin de l'année. Mais il reste encore des inconnus sur les modalités de cette mesure. En Grande-Bretagne, les préoccupations sont les mêmes et les autorités viennent d'adopter une mesure choc pour décourager les fumeurs. Des photos très crues, très dures de malades du tabac vont figurer sur les paquets de cigarettes. À Londres, Loïc Delamornay. Une bouche dévastée, un fœtus menacé, un corps à la morgue. Ces photos authentiques vont bientôt remplacer les avertissements écrits sur les paquets de cigarettes anglais. Le ministère de la Santé vient de lancer un grand vote par Internet. Parmi 42 images chocs, les Britanniques sont invités à choisir celles qui auront le plus d'effet pour dissuader les fumeurs. Une image vaut plus que des milliers de mots. Des pays comme le Canada, Singapour, le Brésil ont déjà commencé à imprimer ce type de photos sur les paquets. Ils ont constaté que beaucoup de fumeurs avaient arrêté à la suite de cela. Habitués aux campagnes choc, les Anglais ne semblent pas indignés par ce nouveau projet. Il n'y a pas de doute, c'est une très bonne idée. Plus vous encouragez les gens à arrêter, mieux c'est. Surtout pour les jeunes, il faut éviter qu'ils commencent. C'est violent, très violent. Mais les gens connaissent depuis longtemps les conséquences. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de le visualiser. Ils arrêteront s'ils ont la volonté d'arrêter, comme mon copain, il l'a fait. Le Royaume-Uni est en pointe sur la lutte anti-tabac. Le pays passe l'an prochain à l'interdiction totale de la cigarette dans tous les lieux publics et le prix moyen d'un paquet est à plus de 7 €. Cette Française est venue acheter un paquet, mais devant nos photos, elle repart les mains vides. Là, c'est voilà, je suis vaccinée. Merci. Sur Internet, les 3 photos qui ont déjà recueilli le plus de votes sont celles des dents pourries, du cancer de la gorge et de celui des poumons. Les Anglais découvriront concrètement ces photos sur leur paquet de cigarettes à l'automne 2007. L'Union européenne a déjà validé ces images chocs et la Belgique devrait être le prochain pays à suivre l'exemple. Mais pour l'instant, la France réserve sa position.
On reste à l'étranger avec la crise nucléaire iranienne, toujours évoquée lors de la conférence de Vienne. Téhéran a rejeté l'offre américaine d'un dialogue direct à la condition d'une suspension du programme d'enrichissement d'uranium. L'Iran refuse de stopper ce programme. La Maison-Blanche dit espérer que ce refus n'est pas définitif. Le dernier bilan du tremblement de terre en Indonésie, il est de plus de 6200 morts. Le gouvernement a également revu à la hausse le nombre de blessés, qui serait de 46 000. L'assistance humanitaire continue à se déployer. Sur place, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Chaque matin, le docteur Michel Thomas conduit le détachement de la sécurité civile sur les sites du tremblement de terre. À Bandoul, aucune maison n'est restée debout. C'est là que se trouvait l'épicentre du séisme. 3000 morts dans la région, l'armée est maîtresse du terrain. Les pompiers français sont guidés par une ONG indonésienne, mais pas facile de localiser les blessés. Le dispensaire est vite installé et la nouvelle rapidement connue. Cet homme de 70 ans a reçu une poutre sur la main. L'hématome est important. On peut avoir fracture et infection là-dessous. Donc on va le voir et puis essayer de lui donner des calmants parce qu'il a mal. Il n'a pas de troubles fonctionnels, c'est déjà rassurant. Ces traumatismes touchent la plupart des blessés. Membres brisés, fractures diverses, certains n'ont encore vu aucun médecin. À 105 ans, Madame Rapi a résisté au choc, mais parfois les blessés sont restés sans secours, comme cet homme de 80 ans, déshydraté et diabétique. Nous avons tout à fait conscience d'être là simplement pour des missions de 10 jours, 15 jours, 20 jours, et donc on n'a absolument aucune raison de lancer une thérapeutique, si vous voulez, qui ne pourra pas être suivie par la suite. On est frappé de voir que la plupart des blessés sont finalement des personnes âgées, alors que l'on parlait surtout d'enfants. Mais si les anciens ont été le plus touchés, c'est qu'ils n'ont pas pu quitter leur maison à temps. À Monaco, c'est maintenant officiel. Albert II a reconnu être le père de Jasmine Grace, cette adolescente américaine de 14 ans. Déclaration aujourd'hui dans le Figaro de l'avocat du prince. Direction l'Inde maintenant. On parle souvent des industries de haute technologie. Dans un tout autre registre, voici un autre secteur d'exportation qui répond à une mode occidentale en plein développement. Celui des cheveux naturels. Ils sont rasés dans les temples en offrande aux dieux, récupérés, traités et vendus. Les mèches font fureur à Londres ou à Paris. La route du cheveu, reportage Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Sharon Stone, Monica Bellucci ou Ophélie Winter, elles portent toutes le dernier accessoire à la mode, l'extension de cheveux naturels. Mais avant d'arriver sur la croisette, il faut parcourir 6000 km. Tout part en fait du sud de l'Inde. Nous sommes au temple de Chikkatirupati. Ici, les pèlerins ne viennent jamais les mains vides. On apporte au dieu Vishnu toutes sortes d'offrandes, fruits, fleurs ou argent. Certains sont même capables de faire un don de toute autre nature, leurs cheveux. Au salon de coiffure du petit temple, il y a affluence. Non pas que ces garçons coiffeurs sachent manier le coupe-chou mieux que d'autres, c'est pour s'attirer les grâces de leur dieu que ces Indiens offrent leurs plus belles parures. Je donne mes cheveux car je veux que mes vœux se réalisent. Faire un vœu, remercier d'un souhait exaucé, les coiffeurs peuvent raser jusqu'à 30 personnes par jour, sans crème ni savon, hommes, femmes ou enfants. Parce qu'il avait prié ici même il y a 3 ans pour avoir une petite fille et qu'elle est en bonne santé, Asita regarde ses cheveux tomber. Ni elle ni son père ne savent que ces belles mèches seront revendues aux enchères et se retrouveront dans cette usine à 100 km de là, à Bangalore. Tous les mois, 5 tonnes de cheveux arrivent ici. Mesurés, nettoyés, ils sont ensuite désinfectés. Mayo Balsara a monté cette affaire il y a 5 ans. C'est depuis le numéro 1 d'une industrie étonnante et lucrative. Son chiffre d'affaires, 4 millions d'euros par an. 250 employés pour trier ses cheveux par taille dans un silence quasi religieux. Ils seront ensuite revendus 600 € le kilo en Chine, aux États-Unis ou en Europe. C'est un marché unique parce que c'est un produit unique qui provient d'offrandes dans nos temples. Et ça, c'est bien indien. Ici, on est capable de tout recycler. Le cheveu, produit d'exportation phare de l'Inde. Direction Paris, ce grand salon de coiffure. C'est là qu'atterrissent les mèches indiennes. Envie de changer de tête, d'étoffer sa chevelure ou d'ajouter de la fantaisie, le marché de l'extension représente 80 millions d'euros par an. Je crois que les femmes indiennes ont cette chance et ce bonheur d'avoir une qualité de cheveux extraordinaire. Et par charité chrétienne, elles nous en donnent un petit peu. 3 quarts d'heure et 1000 € plus tard,
Le sacrifice indien n'aura peut-être pas encore contenté les dieux, mais il aura sûrement rendu une femme heureuse. Retour en France avec les sciences et l'ouverture demain d'un pôle d'excellence européen en micro et en nanotechnologie à Grenoble. Les chercheurs annoncent une révolution de notre vie quotidienne car les puces électroniques atteignent maintenant la taille d'un atome, un nouvel outil pour la médecine, pour la lutte contre les fraudes et beaucoup d'autres choses. C'est le dossier de cette édition, il est signé Frédéric Monteil, Frédéric Faure. Voici un capteur électronique de mouvement millésime 2001, le même, version 2006, nano, donc mini. L'univers des nanos nous plonge dans l'infiniment petit, le moléculaire. Un nanomètre égale 1 milliardième de mètre, soit 0,1 ribambelle de 0,1 mètre, 8 zéros au total. À l'échelle nanométrique, les fourmis sont géantes, les cheveux énormes, le virus de la grippe un peu grand avec ses 16 nanomètres. À Grenoble, 3000 chercheurs planchent sur ce monde invisible avec un ennemi lui aussi invisible. Les poussières sont à l'échelle, à la taille du transistor, de la microélectronique que l'on cherche à fabriquer. Donc une poussière qui se poserait sur le transistor empêcherait son fonctionnement. Au bout de ce couloir, les scientifiques bâtissent les transistors de demain, indétectables à l'œil nu. Là, le transistor, c'est le petit très fin dans du silicium. Dans notre laboratoire de recherche, on a des transistors qui peuvent descendre jusqu'à 20 nanomètres, plus de 1000 fois plus petits qu'un cheveu. Ces transistors équiperont peut-être dans 10 ans nos ordinateurs. Et n'allez pas croire que plus c'est petit, plus c'est cher, car en 1973, produire 1 million de transistors revenait à acheter une petite maison. Aujourd'hui, le million de transistors se négocie au prix d'un papier mémo. Alors demain, les nanoparticules seront peut-être partout, dans nos raquettes, nos balles de golf et nos voitures, pour les rendre plus solides, plus légères. Nos vêtements deviendront aussi imperméables que les plumes d'un canard, car les nanocils de silice bloquent impitoyablement les gouttes d'eau. Par exemple, une application serait celle du traitement d'une cravate. Si vous voulez traiter cette cravate pour qu'elle repousse le vin, une tache de vin, le vin déperle sur ma cravate reste propre. Autre idée, lutter contre les contrefaçons avec des nanocristaux. Il y en a dans ces flacons qui semblent translucides, un peu d'ultraviolet et les nanocristaux colorent le liquide. Avec eux, un vêtement pourra facilement être authentifié, comme s'il contenait un code-barre permanent. Hôpital de la Charité à Berlin. Ici, des chercheurs ont mis au point des nanoparticules d'oxyde de fer. Ils les injectent directement dans des cellules cancéreuses. Là, elles vibrent jusqu'à 100 000 fois par seconde, la température de la cellule monte jusqu'à 50 degrés, la cellule cancéreuse est tuée. Certains se mettent à rêver de nanorobots évoluant en permanence dans notre corps pour nous soigner, capturer des virus, entre nanofantasmes et réalité potentielle. Sport Roland-Garros. Et avant de donner les principaux résultats du jour, cette innovation qui montre que le téléphone portable tend de plus en plus à remplacer la télévision. Vous avez la possibilité de suivre sur votre mobile 5 matchs à la fois. Explication François Baudonnet, Christian Leroux. Ce service de Gaël Monfils était jusqu'à présent disponible sur votre téléviseur. Il l'est dorénavant sur votre portable. 5 cours au choix et en direct, mais aussi des petits programmes fabriqués par des journalistes spécialement dédiés au téléphone mobile. Ici, chaque jour, on réalise environ 50 petits résumés qui reflètent environ une dizaine de matchs. Et puis, à la fin de la journée, l'abonné peut consulter un résumé général d'environ 2 minutes. Les choses tournent mal pour Gaël Monfils, le Français opposé sur le court central au Britannique Andy Murray vient en effet de perdre la 3e manche sur le score sans Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce tout petit écran semble trouver son public. À 2 mètres du cours, je trouve ça pas très utile, mais chez moi je serais content. J'ai que 17 et 18 dixièmes à chaque œil et que j'aurais quelques problèmes pour... Non, je vois rien. En 2005, 30 000 personnes avaient regardé Roland-Garros sur leur portable. Cette année, 500 000 sont attendus. On a à peu près 40% des personnes qui se connectent sur leur terminal mobile dans leur foyer. En fait, c'est un deuxième terminal. Les opérateurs téléphoniques sont-ils alors sur le point de remplacer les chaînes de télé? En France, pas encore. Dans certains pays, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est le cas en Allemagne, où les réseaux de télécom sont devenus des diffuseurs de télévision. Le tennis sur son mobile, cela a un coût, 30 centimes d'euros la minute pour la majorité des clients, un peu cher, même pour les plus belles victoires.
Le tennis côté court maintenant avec une journée en demi-teinte pour les Français. Sébastien Grosjean quitte le tournoi dès le second tour, battu par un Argentin issu des qualifications, Martín Vassalo Argüello. Voici la balle de match. Belle victoire en revanche de Julien Benneteau face au dernier finaliste des internationaux d'Australie, Marcos Baghdatis. Paul-Henri Mathieu est également qualifié pour le 3e tour. Il a battu son compatriote Florent Serra. Et puis il y a quelques instants, vous le voyez, Gaël Monfils a arraché son billet pour le 3e tour en 5-7 face au Belge Dick Norman. Chez les dames, à noter la qualification de la Belge Justine Hénin-Ardenne, la tenante du titre. Football, ça va mieux pour les Bleus. Les Français ont remporté une victoire avec la manière hier face au Danemark et avec aussi un Franck Ribéry qui devient la coqueluche des supporters. Romain Messi. Cette fois, Thierry Henry et les Bleus ont passé la vitesse supérieure et retrouvé des couleurs. Le buteur français était de retour à la pointe de l'attaque. Il ne lui a fallu que 13 minutes pour ouvrir le score avec la complicité de Saha et montrer la voie. Oubliez les sifflets du Stade de France. À Lens, les Bleus ont affiché dans leur jeu progrès et promesses avec comme fer de lance l'indispensable Thierry Henry. Pour Raymond Domenech, le Danemark ressemble à la Suisse que les Français rencontreront à la Coupe du Monde. Autant dire que le test est réussi. Les Danois nous ont posé beaucoup de problèmes. C'est une belle équipe, bien organisée, bien physiquement, et qui a joué le coup à fond, c'était bien. C'est bien aussi le phénomène Franck Ribéry. À l'heure de jeu, il remplace Zidane sous les Vivas et provoque 10 minutes plus tard avec culot le pénalty. Viltord marque le 2e but. Mais c'est bien l'enfant de Boulogne-sur-Mer qui s'offre chez lui un tour d'honneur. Cet après-midi, sur la même pelouse, Ribéry a rejoué avec les remplaçants face à une sélection de joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Score sans appel, 6-2 pour les Bleus, avec des buts de Cissé, Trezeguet et Viltord devant un public toujours conquis. Une chose est sûre, si les Bleus affrontaient tous leurs adversaires à Lens, ils seraient champions du monde. Des nouvelles de la Suisse qui sera le premier adversaire de l'équipe de France au mondial. Eh bien, elles sont bonnes. Merci. Les Helvètes ont fait un bon match nul hier à Genève face à l'un des favoris, l'Italie, 1-1. But italien signé Gilardino, on l'a vu. But suisse pour l'égalisation signé Gigax. La bande dessinée avait son festival annuel à Angoulême. Elle a maintenant une fête qui dure une semaine un peu partout en France. Le secteur, vous le savez, est en pleine expansion. Voici comment les jeunes auteurs arrivent à trouver leur place. L'exemple de Richard Marazano, Marie-Hélène Bonneau, Mathieu Drejoux. Un bon coup de pinceau ne suffit pas pour rentrer dans le monde de la bande dessinée. Il faut savoir se vendre. Richard Marazano, lui, a fait du porte-à-porte. On prend ses planches sous le bras, on se rend chez un éditeur et on lui présente son travail, on reçoit des critiques qui permettent de s'améliorer, de se remettre en question parfois. Glénat l'a finalement engagé pour illustrer un scénario, Le syndrome d'Abel. Richard va livrer ses premières planches. Réunion avec le scénariste et le directeur éditorial. Parfois peut-être un chouïa, mais on avait parlé de limiter les effets de matière. Là, ouais, pas le chouïa, là, il y a peut-être trop d'effets. Voilà, il y a l'éclair sur lui. Même là, tu vois. Là, on lui a d'abord fait faire des essais avant de l'engager pour cet album. De temps. En tout cas, c'est vachement bien. Franchement. Ouais. D'autres dessinateurs envoient leurs projets par courrier. Environ 3000 arrivent ici chaque année. Finalement, c'est un projet sur 10 qui est retenu. Ça, c'est typiquement le projet sur lequel on va prendre le temps de le regarder. Graphiquement, au premier abord, ça semble pas trop mauvais, donc faut lire le scénario, faut regarder en détail le dessin, et on va sans doute contacter l'auteur derrière. Pour un éditeur comme Jacques Glénat, il faut repérer la perle rare, avoir du flair, accepter de prendre des risques, de se tromper parfois, mais donner sa chance à des novices, c'est aussi son rôle. Aujourd'hui, il sort en France près de 3000 albums de bande dessinée par an et il y en a beaucoup qui trouvent leur place. Donc ça prouve que ce domaine est incroyablement riche en possibilités et en variétés. L'un des meilleurs exemples, c'est Zep, l'auteur de Titeuf. En 1991, personne n'en voulait. Glénat y a cru, il en a vendu 13 millions d'albums. Pour Richard Marazano, tous les espoirs sont permis. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Jack Lang répond aux questions d'Alain Duhamel. La météo ensuite, Nathalie Riouet, 20h50, envoyé spécial. Guylaine Chenu, Françoise Joly, avec au sommaire, entre autres, une carte blanche à Mireille d'Arc. L'actrice est au Cambodge, au chevet d'enfants malades du cœur. Très bonne soirée.